Mesdames et messieurs, bonjour et un grand merci. Je dois dire que c'est une grande surprise pour moi d'être fait docteur honoris causa de votre Académie ukrainienne des avocats. Je suis très touché, d'abord parce que c'est un grand honneur, ensuite parce que, comme je vais essayer de vous le dire, le rôle des avocats me paraît particulièrement important pour la protection des droits de l'homme et notamment dans un pays comme l'Ukraine. Je suis également touché parce que, comme je l'ai dit, je ne m'attendais pas à cet honneur. C'est une surprise agréable et les organisateurs avaient gardé le secret sur cette haute distinction. Donc vraiment, merci beaucoup Madame la Présidente et merci beaucoup Mesdames et Messieurs. Et je suis particulièrement fier de porter, ne fût-ce qu'un moment, cette robe et ce chapeau. Je voudrais vous parler quelques minutes du rôle des avocats tel qu'il est perçu par la Cour européenne des droits de l'homme au niveau national et ensuite du rôle que les avocats peuvent jouer et jouent déjà devant la Cour européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire lorsqu'ils présentent des requêtes. En ce qui concerne les avocats vus par la Cour européenne des droits de l'homme, comme vous le savez, un article très important de la Convention est l'article 6. L'article 6 garantit le droit au procès équitable. Le procès équitable est une clé de la protection des droits garantis par la Convention en général. L'article 6 ne mentionne les avocats qu'en matière criminelle, pas en matière civile. En matière criminelle, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme a beaucoup développé le rôle des avocats. Je ne vais pas donner toutes les références de tous les arrêts dans lesquels nous avons souligné l'importance du rôle de l'avocat, mais je voudrais insister sur quelques jugements récents de notre Cour. Par exemple, les jugements dans lesquels nous avons souligné l'importance de communication confidentielle entre l'avocat et son client. Par exemple, dans l'affaire Sakhnovski contre la Russie ou encore Castravet contre Moldova. Nous avons également, c'est déjà plus ancien, indiqué que le cabinet de l'avocat doit être protégé comme un domicile au sens de l'article 8 de la Convention. Plus récemment, en matière de défense des accusés au moment de la garde à vue, nous avons jugé que la présence de l'avocat était nécessaire dès le début de la garde à vue. L'arrêt de principe est un arrêt contre la Turquie, Salduz contre la Turquie. Mais cet arrêt a été confirmé dans d'autres affaires concernant l'Arménie, concernant la France, et maintenant c'est considéré comme une jurisprudence tout à fait générale. Toujours pour protéger le rôle de l'avocat au niveau national, la jurisprudence a eu l'occasion de dire que l'avocat doit bénéficier d'une liberté d'expression très large. Par exemple, dans une affaire contre Chypre, l'affaire Kyprianou, nous avons condamné le gouvernement de Chypre parce qu'un avocat, dans le cours d'un procès criminel, avait été considéré comme insultant les juges.
Et nous avons estimé que les sanctions prises contre cet avocat étaient disproportionnées. Bien sûr, la liberté d'expression des avocats n'est pas illimitée, comme d'ailleurs la liberté d'expression en général, mais elle est tout de même très fortement protégée par la jurisprudence de la Cour. Par ailleurs, même si en matière civile, la Convention ne parle pas des avocats, nous avons depuis déjà longtemps jugé que dans certaines matières, l'aide judiciaire, legal aid, était absolument nécessaire pour bien protéger les intérêts de la personne se présentant devant un tribunal. L'arrêt de principe, le jugement de principe, que vous connaissez sûrement tous, a été rendu dans l'affaire Ayre contre l'Irlande il y a déjà une trentaine d'années. Et bien entendu, cette jurisprudence s'est développée, par exemple dans une affaire contre le Royaume-Uni, où l'absence d'aide juridictionnelle a été, dans une affaire de diffamation, a été considérée comme créant une grave inégalité des armes entre la défense, entre les deux parties. D'une manière générale, donc, le rôle des avocats au niveau national est maintenant souligné, principalement en matière pénale, bien sûr, mais aussi en matière civile ou administrative ou d'autres matières encore. Je voudrais maintenant parler, parce que c'est évidemment encore plus important d'une certaine façon, du rôle des avocats des 47 pays devant la Cour européenne des droits de l'homme. D'abord, comme vous le savez tous, il n'y a pas de représentation obligatoire par avocat, en principe, devant la Cour européenne des droits de l'homme. Je reviendrai sur ce point parce qu'il pose actuellement un problème et suscite des réflexions. Mais nous avons naturellement beaucoup d'affaires où il y a des avocats. Dans la grande majorité des cas, ces avocats présentent des mémoires, des observations écrites. En raison du grand encombrement de la Cour européenne des droits de l'homme, nous n'avons des audiences orales que dans un petit nombre d'affaires. Toutes les affaires devant la Grande Chambre, en principe, et quelques affaires de chambre. Et il y a donc une trentaine d'audiences chaque année devant la Cour. Chaque audience étant consacrée normalement à une affaire seulement. Dans le cas de l'Ukraine, il n'y a jamais eu jusqu'à présent d'affaires de grande chambre. Et il y a eu une seule audience publique dans une affaire ukrainienne, une affaire Salov contre Ukraine, qui a donné lieu à un jugement de 2005. Et la chambre qui a entendu cette audience était présidée par moi-même. J'étais à l'époque vice-président de la Cour. Mais la particularité dans l'affaire Salov était que le requérant était lui-même un avocat. Donc la procédure est le plus généralement écrite et les observations des avocats sont normalement d'une vingtaine
quinzaine, vingtaine de pages. Cela dépend de la difficulté des affaires. Comme je le disais, en principe, la représentation n'est pas obligatoire devant la Cour, mais selon le règlement de la Cour, lorsqu'il y a une procédure réellement contradictoire, c'est-à-dire des observations du requérant et des observations de l'État défendeur, alors là, le requérant doit être représenté par un avocat, même si le président de la Chambre peut dispenser de cette obligation. Nous sommes à l'heure actuelle en train de réfléchir à la possibilité de rendre la représentation par avocat obligatoire de façon plus large. C'est une question qui est controversée et qui est actuellement discutée dans le processus de réforme de la Cour. Comme vous le savez sans doute, il y a eu 2 grandes conférences ministérielles consacrées au processus de réforme de la Cour. L'une l'an dernier à Interlaken, en Suisse, et une autre cette année à İzmir, en Turquie. Bien entendu, ce problème n'est pas encore tranché, mais il y a une réflexion importante sur ce sujet. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a devant la Cour un très grand nombre de requêtes sans avocat, mais qui finalement sont des requêtes rejetées sans même être communiquées à l'État défendeur. Ces requêtes sont maintenant souvent rejetées par un juge unique, single judge. C'est une nouvelle procédure qui a été introduite par le protocole 14 à la Convention, qui est entré en vigueur il y a 1 an. Sur toutes ces requêtes qui sont rejetées sans vraiment aucun espoir, sans aucune chance de succès, la grande majorité, plus des 3/4, sont présentées sans avocat. Et on peut penser que les avocats pourraient à la fois déconseiller à leurs clients d'apporter des affaires à Strasbourg qui n'ont pas de chance de succès, et en même temps, les avocats, c'est leur rôle, c'est votre rôle, pourraient, dans des cas assez nombreux, mieux présenter, mieux structurer les arguments de leurs clients. Et donc faire que des requêtes apparemment sans aucune chance de succès puissent être jugées finalement bien fondées par la Cour. Je voudrais dire aussi que le rôle des avocats peut être et a été positif dans des affaires souvent graves. Par exemple, dans les années 1990, beaucoup de requêtes contre la Turquie ont été terminées par des conclusions de violation grave de la Convention. Et ces requêtes étaient portées par des avocats, pas nécessairement de nationalité turque d'ailleurs, ou aussi par des organisations non gouvernementales qui avaient identifié de graves problèmes dans certaines matières en Turquie. De la même manière, plutôt à partir de l'an 2000,
on a assisté à un phénomène analogue dans des requêtes contre la Russie, particulièrement pour ce qui concerne la Tchétchénie. Et on peut penser que sans le rôle des avocats, beaucoup de ces affaires ne seraient jamais venues à Strasbourg. Ceci reflète l'importance et l'ambivalence du rôle de l'avocat. Le rôle de l'avocat, c'est bien sûr de défendre et de protéger efficacement son client, mais il y a aussi un devoir de conseil et nous pensons que les avocats peuvent et doivent conseiller les citoyens lorsque l'affaire, manifestement, soit n'entre pas dans le champ de la Convention, soit pour d'autres raisons n'a aucune chance d'être considérée comme fondée. Il y a évidemment un grand problème d'information et de formation. En ce qui concerne l'information, nous avons pris des initiatives à la Cour pour améliorer l'information de tous, et notamment des avocats. Nous avons publié à la fin de l'année dernière un guide sur la recevabilité qui s'efforce de donner des indications pratiques sur les conditions juridiques et pratiques de recevabilité des affaires. Ce guide existe sous forme imprimée, mais surtout il est diffusé sur le site internet de la Cour et il est donc largement et facilement accessible. Toujours dans le domaine de l'information, nous avons développé des fiches thématiques qui sont également publiées sur notre site internet et qui retracent la jurisprudence de la Cour dans des domaines spécialisés. Par exemple, les droits des enfants ou les droits à la protection sociale ou la protection des journalistes en matière de liberté d'expression et de liberté de la presse. Ceci a pour but, là encore, d'aider les citoyens et les avocats en connaissant mieux les précédents qui figurent dans notre jurisprudence et qui peuvent être utilisés soit directement, soit à contrario. En ce qui concerne la formation maintenant, nous en sommes au plan des réalisations, mais aussi au plan des projets. Depuis très longtemps, nous recevons à la Cour à Strasbourg des avocats, des juges, des procureurs pour des visites d'études et des séminaires. En 2010, nous avons reçu 19 000 visiteurs de ce type. Bien sûr, il ne reste que quelques jours, ce qui est peu, mais ça leur permet tout de même d'avoir des cours ou des séminaires donnés par des juges de la Cour et des membres du greffe. Ils peuvent assister à des audiences de notre Cour. Souvent, ils peuvent aussi rencontrer d'autres services du Conseil de l'Europe, tels que le CPT, le Comité de prévention de la torture, ou le comité qui lutte contre le racisme et la xénophobie, ou encore les services du commissaire aux droits de l'homme. Dans le plan d'action qui a été adopté il y a 2 mois à la conférence d'Izmir, il est indiqué qu'il faudrait
et ça c'est dans les projets, développer ces activités et faire de véritables modules de formation qui seraient dans l'orbite de la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a encore un grand problème que nous voudrions essayer d'améliorer, c'est le problème linguistique. Nous savons bien que dans beaucoup de pays, et c'est le cas de l'Ukraine, les deux langues officielles de la Cour, le français et l'anglais, ne sont pas nécessairement connues des avocats, ni d'ailleurs des juges ou des procureurs. Donc il faut faire en sorte que les jugements puissent être traduits dans les langues nationales et que ces traductions soient suffisamment fiables pour refléter fidèlement la jurisprudence de la Cour. C'est un problème d'envergure que nous ne pourrons pas résoudre seuls, faute de moyens budgétaires, mais qui peut être résolu par une coopération active avec les États eux-mêmes, avec les associations professionnelles, avec le Conseil de l'Europe, avec certaines organisations non gouvernementales. Trop souvent, faute de traduction de nos jugements dans des langues nationales, ils sont mal connus ou mal interprétés, et c'est aussi une des explications parfois pour des requêtes qui sont rejetées comme n'ayant aucune chance réelle de succès. Pour terminer, je voudrais redire que nous attachons une grande importance au rôle des avocats. Nous avons quelques contacts avec des associations nationales. Nous avons un dialogue plus systématique avec une organisation internationale que vous connaissez, qui est le Conseil consultatif des barreaux d'Europe. Et nous avons aussi régulièrement des réunions, au moins une fois tous les 2 ans, avec la société civile, c'est-à-dire avec les avocats, avec les organisations non gouvernementales, avec les médias, avec tous ceux qui s'intéressent à la promotion et au développement des droits de l'homme. Nous savons, et je sais moi-même, que les avocats font parfois leur travail dans des conditions difficiles, voire même dans certains cas dans des conditions dangereuses. Il y a eu des exemples dans plusieurs pays, et c'est évidemment très courageux de la part des avocats de faire leur métier lorsqu'ils ne sont pas, disons, protégés par une immunité non seulement juridique, mais de fait. La Cour ne peut pas elle-même facilement lutter contre ce phénomène, mais nous avons tout de même développé une jurisprudence constructive sur la base de l'article 34 de la Convention. L'article 34 de la Convention dit que chaque État doit respecter le droit de recours individuel et s'engage à ne pas l'entraver, à ne pas entraver l'exercice effectif de ce droit. Et dans plusieurs affaires, dans des affaires souvent graves, voire même tragiques, nous avons trouvé des violations de l'article 34 de la Convention. Et cette condamnation n'est pas purement platonique, parce qu'elle a des conséquences, par exemple, sur l'octroi de la satisfaction équitable, au titre de l'article 41 de la Convention, au profit de la victime et au profit des frais et dépenses de l'avocat. Il y a encore un domaine dans lequel le rôle des avocats pourrait avoir une influence positive, c'est les mesures provisoires
au titre de l'article 39 du règlement de la Cour. Comme vous le savez, la jurisprudence permet de prendre des injonctions à l'égard des États lorsque les mesures qu'ils envisagent de prendre risquent d'avoir des conséquences irréversibles pour un requérant. L'exemple le plus fréquent, c'est celui des expulsions ou des renvoie dans certains pays des étrangers qui peuvent risquer dans ces pays des traitements inhumains, voire même la torture, voire même parfois la peine de mort, puisque le renvoi peut se faire aussi dans des pays extra-européens où la peine de mort est encore pratiquée. Un autre exemple moins fréquent mais important, c'est celui des conditions de détention de prisonniers qui sont malades. Et nous avons plusieurs fois utilisé l'article 39 pour obliger l'État à faire soigner ces détenus dans des hôpitaux. Là encore, les avocats ont un double rôle à jouer. Premièrement, bien sûr, essayer de protéger les droits les plus fondamentaux des personnes vulnérables. Les étrangers, les prisonniers, les demandeurs d'asile. Mais en même temps, il ne faut pas que les requérants et les avocats abusent du droit de demander des mesures provisoires, parce que sinon la machine se bloque et nous ne pouvons plus traiter en urgence ces affaires, ou alors nous le faisons au détriment d'autres affaires, et c'est une sorte de situation de blocage. Au début de cette année, j'ai publié une communication du président de la Cour à l'attention des États, mais aussi de tous les autres acteurs, pour rappeler que les mesures provisoires ne doivent pas entraîner des abus, mais qu'en même temps, les États eux-mêmes doivent prendre les demandes de mesures provisoires au sérieux, et par exemple dans le domaine des étrangers ou du droit d'asile, d'essayer de régler ces problèmes au niveau national plutôt que de se décharger sur Strasbourg. Pour terminer, je voudrais dire que personnellement, je n'ai jamais été avocat dans ma vie, j'ai toujours été principalement juge et accessoirement professeur. Mais j'ai eu l'expérience au niveau national et ensuite au niveau international, depuis 13 ans que je suis à la Cour, de constater la grande importance du rôle de l'avocat. Comme je l'ai dit, notre jurisprudence est protectrice des avocats dans le domaine de la confidentialité des communications, dans le domaine de la liberté d'expression, dans le domaine de la protection du domicile, entendu au sens large. Nous le faisons parce que les avocats sont un maillon essentiel de la justice. Et je pense que autant il est important pour un système national d'avoir des juges indépendants, impartiaux, honnêtes, rendant une justice transparente, autant il est important que les avocats puissent contribuer à l'amélioration permanente de ce système judiciaire. Les avocats sont un peu l'aiguillon de la justice au niveau national et au niveau de la Cour de Strasbourg, et sans cet aiguillon, les citoyens ordinaires seraient démunis face à la machine judiciaire. Votre présidente disait au début, avant de me remettre cette robe et ce chapeau, que j'avais dit encore tout récemment que la lutte pour les droits de l'homme est un combat permanent. Vous aviez rappelé l'image du rocher de Sisyphe. L'un des problèmes quand on roule le rocher de Sisyphe, c'est de ne pas se faire écraser les pieds par le rocher. Et j'espère bien que les avocats ukrainiens pousseront le rocher et que le rocher ne retombera pas sur les pieds.
Je suis encore une fois très touché de votre accueil, très touché de cette distinction que vous m'avez décernée. Je la considère comme un honneur personnel, mais aussi comme un honneur pour la Cour européenne des droits de l'homme et pour la cause des droits et libertés en Europe. Et j'ai été aussi particulièrement touché de votre attention à mon discours. Donc, merci beaucoup. Citoyen français, Я є громадянином Франції, président d'une Cour européenne, є головою, президентом Європейського суду et docteur honoris causa de l'Académie ukrainienne. і з сьогоднішнього дня я є почесний доктор